Bienvenue dans ce 7e et avant-dernier épisode consacré aux pannes du MH370. Dans l'épisode précédent, nous avons traité de la possible dépressurisation de l'avion, mais nous avions mis de côté le cas où celle-ci pouvait avoir été causée par un incendie dans la soute à bagages. Le fret embarqué par le MH370 a régulièrement fait l'objet de suspicions pour plusieurs raisons. D'abord des mangoustans, qui n'étaient soi-disant pas de saison, le chargement de batterie au lithium qui aurait pu causer un incendie, puis ce chargement qui n'aurait pas été des batteries, mais autre chose, qui n'aurait pas été scanné à son arrivée à l'aéroport après avoir été escorté par une escorte armée, ce qui serait inhabituel. Dans cet épisode, on va tenter d'y voir un peu plus clair dans toutes ces théories et démêler le vrai du faux dans ce qui peut être raconté dans les médias. On sera donc moins porté, comme vous allez le voir, sur la technique du Boeing 777 que dans les autres épisodes. Commençons par la piste de l'incendie des batteries au lithium. La piste de l'incendie a souvent été évoquée de par la présence de batteries au lithium qui faisaient partie du fret embarqué à bord du MH370. Pour mieux comprendre les risques que peuvent représenter ce type d'incendie dans le cas d'un avion, on va se pencher sur le cas du vol UPS-6. Le 3 septembre 2010, un Boeing 747-400 cargo de la compagnie UPS décolle de Dubaï en direction de Cologne. Une vingtaine de minutes après son décollage, l'équipage déclare un état de détresse à cause d'un incendie dans la soute. Rapidement, la fumée envahit le cockpit au point où aucun des membres d'équipage ne peut voir même le poste radio situé entre les deux pilotes. Ils ne peuvent donc pas changer de fréquence. Toutefois, ils parviennent à garder le contact avec le contrôle aérien. L'incendie se répand tellement vite que l'avion est difficilement contrôlable, puis l'alimentation en oxygène du commandant est rompue en moins de 5 minutes. Celui-ci se lève alors pour tenter d'attraper un autre masque, mais il succombe rapidement à la fumée. Le copilote tente alors de poser l'avion à Sharjah, mais s'écrase finalement. L'accident est attribué à un incendie d'un chargement de 81 000 batteries au lithium qui étaient dans l'appareil. Se pourrait-il qu'un incendie de ce type soit la cause de la disparition du MH370 ? Les similitudes semblent être évidentes au premier abord, mais en réalité, cela est bien moins évident comme vous allez le voir. D'abord, le vol UPS-6 a continué d'échanger avec le contrôle aérien par radio, pas le MH370. Mais certains considèrent que la fumée pourrait avoir empêché l'équipage d'afficher la bonne fréquence, ce qui est, selon moi, peu probable dans le cas du MH370. Ensuite, il faut vraiment faire la distinction entre les deux types d'avions dans ces deux cas. Le vol UPS-6 était un Boeing 747. Si certains y voient une similitude parce que c'est un avion Boeing, c'est faire là un raccourci bien rapide. Le 747 et le Boeing 777 sont très différents, d'autant que le Boeing 747 du PS est un avion cargo. Comparer les deux avions n'a donc aucun sens, même si on a affaire à deux avions Boeing. La quantité de batterie au lithium n'est pas non plus comparable. Le chargement du MH370 était nettement moins important que sur le vol UPS qui ne faisait lui que du cargo. On va parler maintenant de la pressurisation du Boeing 777. On a déjà un peu parlé dans l'épisode précédent. Un avion de ligne est étudié de façon à ce que justement des fumées en cabine ne viennent pas s'immiscer dans le cockpit. Cela afin de protéger au maximum l'équipage pour qu'il puisse ramener l'avion au sol au plus vite. Cela n'a pas fonctionné sur le 747 du PS. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert que les systèmes PAC, donc les systèmes de pressurisation, avaient été coupés. On n'a pas pu savoir si ces PAC avaient été coupés soit par l'équipage, soit du fait de l'incendie. On a justement parlé de ces PAC dans l'épisode précédent. Ils permettent de pressuriser la cabine et d'assurer une circulation d'air conditionné dans la cabine pour renouveler l'air. Et les PAC jouent d'ailleurs un rôle essentiel
pour éviter aux fumées de pénétrer dans le cockpit. La pressurisation du cockpit est, en effet, comme on peut le voir sur ce schéma-là, séparée de celle de la cabine passager. La ventilation est toujours maintenue à un niveau suffisamment élevé au niveau du cockpit et orientée justement vers l'arrière afin justement de repousser d'éventuelles fumées venant de l'extérieur du poste du pilotage et donc de la cabine passager, de façon à éviter que ces fumées ne viennent envahir le cockpit trop vite, ou du moins que l'espace entre le pilote et le tableau de bord reste dégagé le plus longtemps possible. Et cela devrait permettre, en théorie, au cockpit de disposer d'un temps supplémentaire avant d'être affecté par ces fumées. L'équipage aurait de toute manière été averti d'un incendie en soute, car des capteurs de fumée, mais aussi de température, sont répartis dans cette soute-là. Le principe est un système de détection optique très simple. On envoie une lumière qui traverse un espace vide jusqu'à un miroir, situé de l'autre côté. La lumière revient alors au capteur. Si la lumière est détectée, c'est qu'il n'y a pas de fumée. Si elle n'est pas détectée, alors cela signifie qu'il y a quelque chose qui empêche le passage de la lumière, et donc qu'il y a potentiellement de la fumée. Pourquoi l'équipage n'aurait-il pas averti le contrôle aérien d'une situation de ce genre? Un incendie est une situation de détresse à bord d'un avion, nécessitant de se poser immédiatement. Le temps pris en référence actuellement dans le milieu aéronautique est de 11 minutes. Pourquoi? Eh bien parce que en 11 minutes, c'est le temps qui a été nécessaire pour que le vol Swissair 111 devienne incontrôlable. L'équipage du vol Swissair 111 avait sous-estimé la propagation de l'incendie, pensant que la checklist les avait prémunis d'une dégradation. Et le choix du capitaine de faire un délestage carburant n'a fait qu'aggraver le problème en maintenant l'avion en l'air plus longtemps. En seulement 11 minutes seulement, la situation est devenue incontrôlable. Si un incendie s'était déclaré sur le vol MH370, comment celui-ci a-t-il pu continuer à voler pendant 7 heures ensuite? Rien que ce constat laisse dubitatif sur cette éventualité d'un incendie. Un incendie qui s'était d'ailleurs produit sur un Boeing 777 avait aussi attiré l'attention de certains enquêteurs et de certains médias. Le 29 juillet 2011, un Boeing 777-200ER, le même modèle que celui de la Malaysian Airlines, a été victime d'un incendie au sol, au niveau du cockpit. Le rapport égyptien n'a pas été en mesure de conclure avec certitude sur la cause de l'incendie, à savoir si la fuite d'oxygène au niveau du copilote était due à un court-circuit qui a créé la fuite de l'oxygène et ensuite enflammé l'oxygène, ou si c'est la fuite d'oxygène qui a créé l'incendie. L'inspection des autres Boeing 777 de la compagnie a permis de découvrir qu'un des fils électriques dans cette zone était endommagé, et un peu dénudé comme vous pouvez le voir sur l'image. Cette absence de protection peut créer des arcs électriques pouvant déclencher un incendie. Les investigations à la suite de cette enquête ont montré qu'environ 380 Boeing 777 avaient été conçus sans gaine de protection au niveau de ces fils. Un service bulletin, qui est une note destinée à corriger des défauts au cours de la vie d'un avion, a été envoyé pour corriger ceci sur l'ensemble de la flotte. Le rapport ne dit pas si c'est une absence lors de la construction de l'avion ou lors d'opérations de maintenance que ça a été retiré. Cette piste a été évoquée par certaines personnes car cela pourrait, selon eux, expliquer un incendie au niveau du cockpit qui aurait rendu les pilotes incapacitants. De plus, le trou généré par cet incendie, comme vous pouvez le voir sur l'image, pourrait suggérer une dépressurisation. Et juste en dessous de ce cockpit, on a la soute électronique de l'avion, ce qui pourrait, là encore selon certains, expliquer la défaillance de plusieurs systèmes, si l'incendie avait endommagé les boîtiers au niveau de l'AIMS. Alors l'idée peut paraître intéressante au premier abord, mais si le copilote pouvait avoir son oxygène indisponible, pourquoi le commandant de bord n'a pas passé de message de détresse?
d'autant qu'ils auraient eu le temps de mettre leur masque. De plus, si l'incendie était la cause de la défaillance de ces systèmes, comment expliquer que le SATCOM fonctionne à nouveau 1 heure plus tard, et ce pendant 7 heures ensuite sans interruption? Donc, même si l'on peut y voir une piste possible, il faut reconnaître que certains éléments ne collent pas. L'incendie dans le compartiment technique. Si ça n'est pas dans la soute cargo que l'incendie a pu apparaître, certains ont suggéré que celui-ci aurait pu se produire dans la Main Equipment Center, la fameuse soute dans laquelle vous avez tous les équipements électroniques de l'avion dont on a déjà vu ça dans les épisodes précédents. L'idée peut paraître séduisante, car en théorie, si un incendie se produit à cet endroit, où sont situés justement tous les équipements de l'avion, on pourrait expliquer que tout un tas de systèmes ait pu être défaillant comme on a pu l'observer. Ce compartiment étant situé juste sous le cockpit, les fumées auraient-elles pu se propager ensuite au cockpit? Mais là encore, il y a une différence de pression, enfin du moins de circulation d'air entre la soute et le cockpit qui aurait normalement permis de maintenir les fumées hors du cockpit. Ce compartiment est d'ailleurs ventilé par ce que l'on appelle le Forward Equipment Cooling, qui évite justement que ces équipements ne chauffent trop. Et de ce fait, l'air ne circule pas en direction du cockpit, mais plutôt en direction de la soute cargo. Mais surtout, vous avez un mode override sur ce système de refroidissement de la soute à équipement, qui s'active automatiquement dans le cas où de la fumée est détectée dans les conduits ou que le système d'extinction incendie de la soute cargo a été armé. Et ce, afin de forcer l'évacuation d'éventuelles fumées étant dans le cockpit. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les ingénieurs de Boeing ont prévu ce qu'il fallait pour faire face à ce type de situation. Alors quand on parle d'incendie, on parle aussi d'extincteurs. Et justement dans le cas du MH370, on a régulièrement évoqué dans les médias le cas d'un extincteur retrouvé aux Maldives. Un objet retrouvé le 25 mars 2014 sur une plage des Maldives a agité la presse et Internet. Il s'agit d'un objet qui ressemble en effet étrangement à un extincteur d'avion. Alors, certains considèrent encore aujourd'hui que c'est bien un extincteur de Boeing 777 et donc du MH370. Pourtant, à y regarder de plus près, un certain détail interpelle. D'abord, quand on regarde les photos de cette pièce, certaines montrent des différences. Si vous regardez ces deux images, cela semble être la même pièce. Or, sur une des photos, la pièce est rouillée par la corrosion, alors que sur l'autre, il n'y a aucune trace de corrosion. On peut donc raisonnablement se poser la question si certaines photos montrent la même pièce. Mais la façon la plus sérieuse de comparer est de voir à quoi ressemble vraiment un extincteur à bord d'un Boeing 777. Il y a deux types d'extincteurs dans la soute d'un Boeing 777. Les extincteurs pour traiter un feu moteur et l'extincteur pour traiter un feu d'APU. Je rappelle, l'APU, c'est le générateur qui est utilisé au sol, mais également en secours, qui est dans la queue de l'avion. Les différences entre les deux types sont minimes. Mettons le dessin d'un de ces extincteurs à côté de l'image de l'objet trouvé. On est en présence d'un objet cylindrique avec une grosse protubérance qui pourrait correspondre. C'est cette grosse protubérance sur laquelle on va brancher l'extincteur pour le raccorder au système qui va ensuite envoyer l'agent extincteur dans des conduits. Mais si l'on regarde les petites protubérances, on en voit 5 sur l'objet qui a été retrouvé et qui sont espacés tous les 60 degrés sur le contour du cylindre. Alors vous en avez une sixième protubérance qui est visiblement derrière, qui est cachée sur l'image. Or sur l'extincteur d'un Boeing 777, rien ne correspond à cela. Les accroches permettant de fixer l'extincteur ne sont pas déjà cylindriques, donc la forme ne correspond pas, mais surtout, il y en a 4 et non 6. Et sur Boeing 777, ces attaches des extincteurs sont espacées de 90 degrés et non pas 60 degrés, comme on peut le voir sur l'objet retrouvé. De plus, la poignée n'est pas présente
sur l'objet qui a été retrouvé. Alors certains ont suggéré qu'elle aurait pu être arrachée à l'impact. Sauf qu'il n'y a aucune trace sur l'objet en question montrant qu'il y ait pu avoir une quelconque poignée à l'endroit escompté. Ces détails prouvent que l'objet en question ne peut pas être un extincteur de Boeing 777. Vous savez à présent quoi répondre si l'on vous met cette pièce sous le nez pour vous faire croire que l'avion se serait écrasé aux Maldives. On va parler maintenant des mangoustans. La piste des mangoustans a souvent fait débat et fait encore débat parfois de nos jours. Cette piste a longtemps été suggérée par Florence de Changy, au motif que ce fruit n'était pas cultivé à cette période de l'année. On verra pourquoi elle affirme cela un peu plus loin, parce qu'il y a une raison. Mais d'abord, regardons ce que le rapport factuel de 2015 nous apprend sur ce chargement. Un message NOTOC a été envoyé à l'avion par ACARS quand il était au parking à 16h0615 UTC, c'est-à-dire minuit 6, heure locale malaisienne. Traduit dans le rapport malaisien comme Notice to Crew, cela est en fait inexact, car cela signifie non pas Notice to Crew, mais en réalité ça signifie Notification to Captain. C'est un détail, vous me diriez-vous. Ce NOTOC a attiré l'attention car il est destiné à avertir le commandant de bord de la présence d'un chargement potentiellement dangereux dans le fret. Sauf qu'une NOTOC est aussi utilisée pour le cas d'une cargaison particulière. Et les mangoustans en font partie, comme c'est souvent le cas quand il s'agit de cargaisons alimentaires ou d'animaux pour des raisons sanitaires. Dans ce message, on a 4 palettes de mangoustans pour un total de 4566 kg. Sur ce schéma-là, vous avez même la position exacte dans la soute. Si vous voulez voir quelque chose qui est un peu plus clair, vous avez également ce schéma-là qui est peut-être un peu plus facile à lire et à interpréter, qui est notamment plus visuel. Les mangoustans étaient donc chargés à l'arrière de l'avion. Il faut savoir que la répartition du chargement sur un avion fait l'objet d'une étude de centrage de l'avion afin de répartir correctement les masses dans l'avion, car sinon l'avion pourrait être impossible à piloter. Je ne rentre pas dans le détail, ça c'est un autre sujet. L'origine des mangoustans, qui a longtemps fait débat, dans le rapport factuel, il est spécifié que 2500 kg de ces mangoustans viennent de Muar, dans la région de Johor, mais que le reste vient de Sumatra, en Indonésie. Cela correspond à ce que les autorités avaient déjà affirmé le 11 avril 2014. Alors déjà à l'époque, Florence de Changy avait affirmé que ça n'était pas la saison des mangoustans en Malaisie, allant même jusqu'à dire, pour reprendre les mots qu'elle avait empruntés dans un article de presse, la cargaison de mangoustans semblait donc aussi probable qu'une pluie de mousson en saison sèche. Ouais, ok, d'accord. Elle se base, en fait, il faut savoir, sur les affirmations du responsable de la Federal Agricultural Marketing Authority, la FAMA. À la haute saison des mangoustans, elle est de mai à août. Mais il n'est pas surprenant d'en trouver en mars, dans certaines régions, en dehors de cette période et en moindre quantité. Comme pour les fraises en France. Sauf que Madame de Changy a délibérément mis de côté un détail. Les autorités n'ont jamais dit que tous les mangoustans avaient été récoltés dans la région de Muar. En fait, c'est le négociant qui est situé à Muar. Et les mangoustans ont été regroupés à Muar et conditionnés à Muar avant de prendre le chemin de l'aéroport. D'ailleurs, le rapport factuel nous donne des détails sur le conditionnement des caisses de mangoustans qui ont été inspectées à l'aéroport par la FAMA avant d'être embarqués dans l'avion. Mais surtout, et ça c'est intéressant, entre janvier et le 17 avril 2014, la Malaysian Airlines a transporté de nombreuses cargaisons de mangoustans vers la Chine, comme le montre le document de 7 pages dénommé Airway Bills, publié en annexe du rapport final de 2018. Florence de Changy laisse entendre que cette soi-disant cargaison de mangoustans pouvait tout aussi bien être de la contrebande.
Alors si la possibilité que du fret illégal puisse transiter par la Malaisie ne peut être exclue, faut reconnaître que Florence de Changy formule des accusations ici sans la moindre preuve. Une copie du manifeste cargo a été publiée dans le rapport final malaisien. Pour info, la mention Kulpek que vous voyez ici indique qu'il s'agit d'un chargement effectuant le trajet entre Kuala Lumpur, qui est KUL au format IATA, vers Pékin, PEK, qui est l'acronyme de Pékin dans ce format IATA. Tout de moins, ce qu'on peut dire, c'est que ce chargement, il allait déjà à Pékin, par voie aérienne. Après, où est-ce qu'il allait être desservi ensuite, ça on ne sait pas. Là, on a juste l'information concernant le trajet entre Kuala Lumpur et Pékin. On retrouve bien la fiche du chargement de Mangoustan qui est bien de 4 palettes pour un poids de 4566 kg. Cette fiche avait été diffusée par les autorités le 1er mai 2014, donc assez rapidement quand même. Et on la retrouve dans le rapport final de 2018. Alors que la Malaisie ait mis 2 mois pour rendre public ce document est anormal pour Florence de Changy. Eh bien non, ça n'est pas anormal. Le contenu complet du fret, il faut savoir que c'est très rarement rendu public dans les cas d'accident aérien. Et d'ailleurs, à ma connaissance, de tous les rapports que j'ai pu lire, il me semble qu'il n'y a que le MH370 où on a un rapport qui est aussi détaillé sur le fret. Il faut savoir. Ces documents sont aussi des documents d'enquête de police. Et il n'est pas courant qu'ils soient rendus publics, surtout tant que la police n'a pas fini ses investigations sur le sujet. Intéressons-nous à l'expéditeur de ces mangoustans. Vous allez voir qu'on arrive à avoir beaucoup d'informations, plus que ce qu'on a pu vous raconter. L'expéditeur est Seng Gian Po, situé à Muar, dans l'état de Johor en Malaisie. On peut donc retrouver facilement cet expéditeur. Et celui-ci a justement été interrogé par des journalistes locaux. La provenance de ces mangoustans était, il a reconnu, de l'extérieur de l'état de Johor, vraisemblablement de la province de Perak, sur la côte ouest, entre Kuala Lumpur et Penang, comme l'affirme d'ailleurs la police malaisienne en conférence le 11 avril 2014. Et une autre partie venait également d'Indonésie. Les mangoustans ont été emballés à Muar. Donc cet expéditeur est en fait un négociant, également importateur, et non un producteur, comme certains ont pu l'affirmer dans certains médias ou le croire. Celui-ci et plusieurs membres de sa famille ont d'ailleurs été harcelés par les médias après la disparition du MH370, au point où le responsable a fini par refuser de leur parler au bout d'un certain temps face aux insinuations concernant son activité. Je crois même que c'était sa fille ou sa cousine ou sa nièce qui assurait la communication avec les journalistes au bout d'un moment parce qu'il ne supportait plus le contact avec les journalistes. Ce chargement de mangoustan a également soulevé des questions sur une possible toxicité dans le cas d'un incident qui serait venu des batteries au lithium. Toutefois, toutes les études ont réfuté cette éventualité. Le fait est que rien ne permet de suspecter quoi que ce soit sur ce chargement de mangoustan. Les insinuations de certains journalistes, comme Florence de Changy, dans son premier ouvrage paru en 2016, reposent donc sur une analyse limitée et subjective dans laquelle certains détails sont volontairement omis. Le but étant de maintenir une forme de suspicion sur ce fret, sans pour autant fournir la moindre preuve de ce qu'elle avance. Mais qu'on va le voir plus loin, Florence de Changy va également pointer du doigt un autre chargement, en allant encore plus loin dans les insinuations. Et ce chargement, c'est le fret Motorola. Le deuxième chargement qui a rapidement attiré l'attention des médias est celui des batteries au lithium de Motorola. On en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure. Là, on va aller un peu plus dans le détail. Le chargement Motorola a rapidement été pointé du doigt car il comportait des batteries au lithium pouvant représenter un risque d'incendie. Il faut savoir que des tests de résistance à la température ont été réalisés en laboratoire sur ces batteries et publiés en annexe 2.8e du rapport final du 30 juillet 2018.
et ils ont révélé un comportement normal en fonction des températures testées. Le dégagement de gaz toxiques étant toutefois avéré, mais cela n'est pas surprenant. C'est pourquoi certaines personnes ont supposé que l'équipage aurait pu être rendu inopérant à cause de ces fumées. Mais de là à rendre la totalité de l'équipage inconscient sans que celui-ci ne puisse même pas passer un seul message de détresse, c'est quand même assez peu probable. L'équipage aurait eu le temps de se rendre compte du problème et d'informer le contrôle aérien de la situation de détresse. Or, aucun message n'a été transmis au contrôle aérien. Mais si plus personne n'était conscient dans le cockpit, on l'a déjà dit, comment expliquer le demi-tour et pire, que l'avion ait changé de cap au-dessus de Penang ou encore au nord de Sumatra? Comme nous l'avons dit dans l'épisode précédent, cette trajectoire n'est pas erratique, pas de zigzag, on a des fluctuations de cap qui sont bien trop faibles pour que l'on puisse avoir un avion qui est difficilement piloté. Elle n'est toutefois pas en ligne droite parfaite et donc visiblement pas effectuée en pilote automatique. Quelqu'un est donc bien aux commandes de cet avion et parfaitement conscient, on l'a déjà dit. Intéressons-nous au conditionnement des batteries au lithium. Le conditionnement de ces batteries a également été mis en cause. Le chargement Motorola faisait 2453 kg. Il comprenait des batteries, des accessoires pour talkie-walkie et des chargeurs. Contrairement à ce qui a été affirmé par certains médias, ça n'était pas 2453 kg de batterie qu'il y avait, mais uniquement 221 kg. Florence de Changy a souvent clamé que sur les 2453 kg, dont les 221 kg de batterie, il y avait une grosse quantité qui n'était pas connue. La quantité restante, elle est connue. Elle est composée d'accessoires et pour talkie-walkie et également de chargeurs. Donc, ce qu'elle insinue est inexact. C'est juste qu'elle n'a pas correctement lu les rapports. Ou elle a choisi de ne pas porter certains éléments à la connaissance du public. Ça, c'est un autre problème. La page 258 du rapport de 2018 détaille la méthode d'emballage avant que le chargement ne quitte l'usine Motorola. Vous avez des images détaillées également de cette procédure pour voir à quoi ressemble le paquetage qui est envoyé vers l'aéroport. Et entre janvier et mai 2014, il y a eu 99 chargements de batteries embarqués sur des vols de la Malaysian Airlines vers Pékin. Une pratique qui est donc courante et donc bien rodée. Le transport de ce chargement sous escorte armée, qui a également fait polémique. Souvent présenté comme inhabituel par Florence de Changy, le chargement Motorola a été transporté sous escorte armée, c'est vrai, vers le complexe cargo de la Malaysian Airlines situé sur l'aéroport. En fait, ça n'est pas surprenant. On a pu retracer le trajet exact de ce chargement. Le convoi a fait un arrêt repas pour que les chauffeurs puissent se restaurer à Tapa et est donc resté sous la surveillance de cette escorte armée durant la pause des chauffeurs pour éviter toute tentative de vol ou compromission du chargement. Il n'y a donc rien de suspect à cela, et contrairement à ce que Florence de Changy affirme, c'est une pratique courante de la part de certaines entreprises voulant protéger leur cargaison pour s'assurer qu'elle arrive à bon port. Voilà. Le passage du fret à son arrivée à l'aéroport, qui n'a pas été scanné. Alors voici ce qui est écrit dans les rapports officiels. Vous avez tout ce qui est écrit là. On peut y lire que le chargement a été inspecté physiquement par du personnel de la MAS Cargo, puis la douane, avant qu'il ne soit scellé et autorisé à quitter le complexe cargo. Ce complexe cargo est situé sur l'aéroport et représente une zone de transit dans laquelle tout le fret prévu d'être chargé dans un avion est inspecté et préparé avant d'être amené à l'avion. C'est une procédure normale d'inspection qui évite de passer le chargement au scanner, l'inspection physique faisant office de scanner. Le seul cas dans lequel une inspection
supplémentaire aurait eu lieu, c'est si les scellés qui avaient été mis en place à la suite de cette inspection avaient été endommagés ou déchirés et que l'on aurait pu suspecter une compromission du chargement depuis l'inspection précédente. Les scellés sont toujours, il faut savoir, numérotés et une feuille accompagne le chargement avec les numéros qui sont notés. Mais si les scellés sont en place, que les numéros de ces scellés correspondent et qu'aucune effraction n'est décelée, il n'y a pas de vérification supplémentaire. Il n'y a pas besoin de passer le chargement au scanner. Donc, quoi qu'en dise Florence de Changy, cette procédure est normale et il n'y a rien de suspect. Quand elle affirme que le chargement n'est pas passé au scanner, cela est exact, mais elle oublie de préciser que cette inspection physique dispensait d'un passage au scanner. Et pourtant, cela est bien écrit, juste avant la phrase qu'elle cite souvent en référence dans le rapport pour appuyer ses dires. Voilà pourquoi je ne cesse de mettre en garde sur ce que l'on peut entendre. Il est parfois nécessaire de vérifier par soi-même les informations. C'est pourquoi je vous mets en illustration des parties de rapport pour vous montrer que je n'invente rien. Je vous encourage à faire la même chose si vous voulez vérifier ce que j'affirme. Mais la journaliste française va encore plus loin dans les suppositions quand il s'agit d'imaginer ce que ce chargement pourrait être, relayant ainsi des théories complotistes en laissant entendre que ce qui accompagnait les batteries était autre chose qui n'aurait pas dû atteindre la Chine. Alors c'est la base de son scénario qu'elle n'a eu de cesse de répéter dans les médias pour insister sur le caractère suspicieux de ce chargement. Elle a ainsi supposé que ça aurait pu être un drone américain abattu au Pakistan, ou encore un équipement militaire capturé par les talibans lors d'une embuscade en février 2014 dans l'est de l'Afghanistan. Ce chargement aurait été vendu à la Chine selon elle. Mais dans d'autres interviews, elle change de version, parlant d'un chargement militaire américain placé par les Américains pour de l'espionnage en Chine. Les Américains auraient alors eu vent que les Chinois savaient pour ce chargement et qui pouvait être intercepté et que ce chargement sensible à l'arrivée aurait pu être récupéré par les Chinois et donc les Américains auraient abattu l'avion. Bref, une théorie que j'ai maintes fois démontée tant elle repose sur absolument rien de concret et qui contient de nombreuses incohérences techniques évidentes. Dans les mois qui ont suivi son scénario, sa version a progressivement changé pour aboutir, 2 ans plus tard, à dire, accrochez-vous, que c'était une théorie de son éditeur et qu'elle ne pensait plus que l'avion ait pu être abattu. Mais je préfère être aussi prudente que possible sur la théorie ou sur un scénario hypothétique. J'en ai formulé un dans mon livre, dans le dernier livre, à la demande de mon éditeur anglais, à vrai dire, HarperCollins, qui, en tant que journaliste, je préférais m'en tenir à démontrer que la version officielle est une fabrication. Et je ne suis pas certaine que l'avion ait été attaqué d'une manière ou d'une autre. Il a pu se poser, il a pu se cracher dans la mer de Chine, mais comme on n'a pas de débris, j'ai éliminé petit à petit cette hypothèse. C'est quand même assez fantastique d'entendre ces mots sortir de la bouche de Florence de Changy, alors que ça fait plus de 2 ans qu'elle nous rabâche en fait son scénario d'un avion abattu. Là, elle nous dit clairement que ce scénario-là, c'était en gros son éditeur qui l'a poussé, qu'aujourd'hui, elle n'est même pas sûre que l'avion ait été abattu. À aucun moment, elle ne reconnaît qu'elle est allée trop loin, en fait, dans ce qu'elle a pu dire par le passé. Mais comme toujours dans ces théories, il y a un fond de vérité au départ. Sur quoi s'appuie-t-elle donc pour lancer une telle théorie ? Eh bien, sur des théories complotistes apparues sur Internet. Et on va voir lesquelles. Le cas du drone américain abattu en Iran. Il a été évoqué assez rapidement dans les milieux complotistes le cas d'un drone abattu au Pakistan. Mais c'est en fait le cas d'un drone récupéré en Iran que Florence de Changy relie au MH370. Le 5 décembre 2011, soit 3 ans avant le MH370, un drone furtif RQ-170 aurait été récupéré et non abattu à la suite d'un acte cyber en brouillant le signal GPS.
Les Iraniens auraient négocié avec la Chine, qui aurait été très intéressée de l'étudier vu qu'il s'agissait du dernier drone furtif et très secret des États-Unis. Il faut savoir que les Iraniens ont publié même des vidéos qu'ils ont réussi à extraire de ce drone où on peut voir des images de la base américaine, de là où était parti ce drone. Donc vous avez ces images qui ont également été diffusées. Selon Florence de Changy, les pièces de ce drone auraient pu transiter par la Malaisie, par souci de discrétion, avant d'être embarquées sur le MH370. En fait, il faut savoir que cette piste est venue en réalité d'une équipe d'enquêteurs mandatée par Sarah Bajak et Guylain Watrelot. Et dans son ouvrage, Guylain nous a fait part de ce qu'ils ont reçu comme rapport de la part de ces enquêteurs et il exprime d'ailleurs ses doutes par rapport au travail de ces enquêteurs. Le lien avec le fret Motorola. Quel est le lien ? En fait, c'est une pure imagination de Florence de Changy pour essayer de relier en fait un fret donc elle considérait qu'on ne savait pas ce qu'il y avait réellement dedans et donc elle a fait une association. Les Américains auraient su au dernier moment, selon elle, la présence, pour la présence de cet équipement à bord du MH370 et auraient alors tenté de l'empêcher d'atteindre la Chine. Mais ça n'est pas la seule version qu'elle donne en public. Ça serait aussi potentiellement, comme elle l'a déjà dit, une cargaison destinée à la CIA en Chine. Et cette fois, la Chine aurait eu vent de la cargaison et les États-Unis seraient intervenus pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains des Chinois, on l'a déjà dit. Bref, quand on regarde tous ces changements de position de la part de Florence de Changy, on a le sentiment qu'elle ne sait pas, mais qu'elle a une bonne imagination pour manipuler les éléments pour coller en fait à ce qu'elle pense. Alors tout cela serait passionnant s'il n'y avait pas 239 personnes disparues dans cette affaire. Pour elle, cette cargaison était si précieuse qu'elle justifiait une telle réaction au point d'être chargée même en dernier dans la soute de l'avion pour pouvoir être débarquée dès l'ouverture de la porte cargo à son arrivée. Et c'est rien que ça, le fait d'être chargé en dernier pour être déchargé en premier, c'est forcément suspect selon elle. En fait, pas du tout. Quand on regarde le chargement Motorola dans l'avion, on a un conteneur à l'arrière et 2 surpalettes à l'avant. Ce sont les lettres A, D et E que vous voyez sur ce plan-là. On sait d'après le rapport officiel que les batteries étaient montées sur une palette. Donc ça correspondrait au chargement avec la lettre E. Et montées donc dans la soute avant. Donc oui, ce chargement de batterie correspond à un chargement qui serait retiré en premier de cet endroit lorsqu'il arriverait à l'aéroport. Ça, c'est exact. Mais il y a une autre explication que m'avait d'ailleurs confié Patrick Blely. En tant que commandant de bord, il était familier de ces répartitions de chargement, et notamment des batteries au lithium. En cas d'incendie, et ce chargement est le plus risqué, il faut le reconnaître, il faut que les pompiers puissent intervenir directement sur le foyer de l'incendie, le plus vite possible, pour maîtriser rapidement cet incendie. En plaçant ce chargement directement accessible, cela facilite l'intervention des pompiers dessus. Alors que si vous le mettez au fond, les pompiers vont devoir se frayer un chemin dans un endroit très confiné, avec une fumée qui rendra la visibilité quasi nulle. Difficile d'avancer jusqu'au foyer de l'incendie dans de telles conditions. Voilà une explication qui est tout à fait rationnelle par rapport au positionnement de ce chargement dans la soute cargo et qui viennent contredire les raisons données par Florence de Changy. Et ces informations, il faut savoir qu'elles ont été portées à sa connaissance. Je ne sais pas si elle les a réellement visionnées, pourtant elle continue de dire toujours les mêmes choses. C'est bien pour cela que je ne cesse de faire connaître tout ceci afin que le public en ait connaissance et fasse le tri de manière objective et non orientée. On va parler également maintenant de la piste des 2 Navy Seals retrouvés morts. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre des MH370 et des Navy Seals qui ont été retrouvés morts ? Bon, vous allez voir. Évoqué par Florence de Changy dans son 2e livre, la mort de ces 2 anciens Navy Seals qui assuraient la surveillance d'un navire, le Maersk Alabama, lors de son arrêt au port Victoria aux Seychelles le 18 février 2014. Donc on est quelques semaines seulement avant la disparition du MH370. Les dates sont importantes. Dès avril 2014, le GRU,
service secret russe, aurait affirmé, je dis bien aurait parce que c'est difficile de retrouver les infos et on n'a pas de preuve que c'est vraiment le GRU qui ait dit ça, qu'un chargement hautement suspect aurait transité par ce navire vers la Malaisie. Sans donner plus de précision. Mark Daniel Kennedy et Jeffrey Keith Reynolds, qui sont les 2 Navy Seals en question, étaient employés par Trident Group, qui est une société qui serait, selon le GRU, utilisée pour transporter du matériel nucléaire ou biologique. Le GRU aurait averti la Chine dans le but de dérouter le vol MH370. Je dis bien aurait, puisque l'information, elle est venue d'un média russe qui s'appelle Sputnik. Média bien connu pour ses articles qui se révèlent régulièrement incorrects et est régulièrement utilisé à des fins de propagande pour le pouvoir russe. Il semble plus probable que l'on ait affaire à un média dont le but était de propager des théories complotistes si l'on en juge de par sa crédibilité passée. Comment se fait-il qu'une journaliste comme Florence de Changy ne se montre pas plus méfiant envers de tels médias ou au moins n'essaie pas de vérifier ces informations? Bien, tout simplement parce que dans son cas, ça lui permet de faire le lien avec sa cargaison soi-disant douteuse. Un des arguments donnés par Florence de Changy quand elle indique que la Chine était au courant était que c'est pour cette raison que les USA auraient réagi. Et là encore, elle dit toujours « aurait réagi ». Donc on est toujours au conditionnel, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas certaine de ce qu'elle avance. Pour autant, elle ne cite pas d'où lui vient cette piste. Alors peut-être qu'elle craint que l'on juge celle-ci farfelue en désignant clairement son origine. Le GRU aurait annoncé, je dis bien aurait, là encore, que le MH370 aurait même été suivi par des satellites russes jusqu'à Diego Garcia, accusant ainsi les Américains d'être derrière cette machination. Ça n'est pas la première fois que le GRU fait des annonces de ce genre, et qui se révèlent ensuite totalement fausses, montrant une tentative de déstabilisation. On voit déjà à l'époque que certains services russes sont déjà dans de la désinformation, bien avant que n'arrive la guerre en Ukraine. Selon certains médias, ces anciens Navy Seals retrouvés morts à bord de ce navire auraient été drogués par des prostituées pour permettre à des Somaliens de mettre la main sur un chargement de drones à bord de ce navire. Et ça serait ces Somaliens qui auraient alors envoyé ce chargement en Malaisie via l'ambassade de Chine, pour qu'il soit chargé sur un vol de la Malaysian Airlines. Mais il y a un élément qui ne colle pas dans ce que laisse entendre Florence de Changy. Le lien est justement, selon elle, un voyage du Maersk Alabama entre la Somalie, et ensuite les Seychelles et la Malaisie, dans les jours qui ont précédé le vol du MH370. Si ces Navy Seals, anciens Navy Seals, protégeaient cette cargaison douteuse, et qu'ils ont été tués quand le navire était hacké en Somalie, cette cargaison ne serait plus à bord du navire quand ce navire a pris la direction de la Malaisie. Et quel rapport avec le fret Motorola qu'elle considère comme suspect? Eh bien, aucun. On voit mal la Chine passer par un entrepôt Motorola pour faire transiter une cargaison discrètement. Encore une énième théorie où un fait divers est détourné pour être relié au MH370 sans la moindre preuve. Ce chargement suspect a fait l'objet de nombreuses autres théories de la part d'internautes faisant des recoupements plus que douteux avec d'autres faits divers, comme le fait que ce chargement aurait pu aussi être récupéré par des talibans en Afghanistan, après une embuscade ayant tué 2 Navy Seals. Ah tiens, on parle encore de 2 Navy Seals. Est-ce qu'on parle de ces 2 Navy Seals qui sont retrouvés morts en Somalie, mais dont on a là déplacé la position en Afghanistan? Bref, on ne sait pas. Tout se mélange dans ces théories et il faut bien souvent faire le tri. On entend aussi qu'il s'agirait d'une technologie de prise de contrôle d'avions à distance. Alors, personnellement, je vois mal pourquoi une telle technologie aurait pu être transportée avec des Navy Seals en Afghanistan. D'autres parlent de technologie récupérée sur un avion de reconnaissance électronique qui serait tombé en Afghanistan. Sauf que cet événement en question concerne un E-11, qui est un avion de renseignement,
qui s'était écrasé le 27 janvier 2020. Donc, rien à voir avec le MH370, c'est plusieurs années après. Comme souvent, il y a une part de vérité à l'origine de cette théorie, encore faut-il bien souvent les replacer dans le temps pour se rendre compte que parfois ça ne correspond pas. En fait, l'incident en question concernant justement les Navy est un événement qui est bien plus ancien, qui date de 2005, quand un groupe de 4 Navy SEAL n'avait pas réussi à établir la communication avec le centre de commandement en Afghanistan. 3 SEAL furent tués et un hélicoptère Chinook fut également détruit par une roquette, tuant 16 membres des forces spéciales venant leur porter secours. Un seul SEAL a survécu à cette attaque en Afghanistan, c'est Marcus Luttrell, qui a publié d'ailleurs un livre en 2007 relatant son incident avant qu'un film du même nom que le livre, qui s'appelle Lone Survivor, n'en soit tiré en 2013. Peu de temps avant la disparition du MH370. Est-ce que c'est peut-être la raison de ce lien qui a été fait avec le MH370 ? Je ne sais pas. Cet incident est justement à l'origine des avions E-11 qui sont des relais de communication pour les équipes de terrain. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire, je fais un petit aparté. La théorie est donc, on peut voir, un assemblage désordonné d'informations de différentes périodes. Certaines personnes ne manquent pas d'imagination pour relier tout cela et en faire quelque chose qui peut paraître crédible aux yeux du public. Comme souvent dans cette affaire, il est important d'essayer de remonter aux sources de toutes ces informations pour en avoir une vision plus sérieuse. Internet est une mine d'infos. On retrouve pratiquement tout, mais encore faut-il que les personnes qui cherchent au bon endroit et auprès de sources suffisamment fiables. On va maintenant aborder le cas du chargement Freescale. Alors on parle souvent de Freescale dans le MH370. Pourquoi cette société américaine a-t-elle été sur le devant de la scène dans cette affaire ? En fait, ça n'est pas le fret Freescale qui a été monté en épingle par certains, mais la présence d'employés de cette société à bord du MH370. Alors on va ici se pencher sur le chargement Freescale qui était dans la soute du MH370 et non sur les spéculations concernant les employés, même si on va en parler un petit peu quand même. Ce chargement de Freescale, qui est le Freescale Semiconductor, était destiné au secteur automobile chinois, comme l'atteste le document cargo, et notamment une branche de Continental en Chine, qui fournit des systèmes de divertissement et des systèmes de contrôle des moteurs électroniques. En 2014, Freescale fournissait des composants à l'usine de Changchun et était dans une phase de renforcement de ses relations commerciales avec la société Continental, d'où le déplacement d'une délégation en Chine. Freescale avait d'ailleurs communiqué sur ce point avant même la disparition du MH370. Raison pour laquelle on avait du personnel de Freescale qui était à bord du MH370 qui se rendait à cette réunion. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller chercher dans la communication de la compagnie qui est toujours disponible sur son site internet, soit dit en passant. Le chargement Freescale était un chargement léger de 6 kg. Il se composait de 50 pièces dont on n'a pas plus de précision sur leur nature, si ce n'est qu'il s'agit de composants électroniques. On note, pour aller un peu plus loin dans l'investigation, qu'une société CNEE-IMMED devait être notifiée à l'arrivée de ce chargement. CNEE est la CNE Express, une société de transport et de logistique chinoise. IMMED est le statut du colis, qui signifie immédiat, d'où la nécessité de contacter la société à son arrivée en Chine. Rien de suspect, c'est quelque chose qui est assez habituel quand c'est des chargements pour des sociétés qui ont besoin de ces composants pour pouvoir faire avancer leur chaîne de production. Rien de suspect. On parle souvent d'un brevet ultra secret de Freescale. La société Freescale est surtout pointée du doigt par, il faut savoir, des théories complotistes concernant un brevet qui aurait été détenu par des ingénieurs travaillant pour Freescale et qui était soi-disant présent à bord du MH370, laissant dire à certains que l'avion aurait été abattu pour que Freescale récupère la totalité des droits grâce à la disparition de ses auteurs à bord du MH370.
Mais ce qu'ils ne disent pas, ces partisans de cette théorie, c'est que les personnes à bord du MH370 n'étaient pas les propriétaires de ce brevet, ni même que le brevet ne correspond pas du tout à ce qu'ils affirment. Patrick Blayley a longuement et sérieusement enquêté sur ce point, et il a découvert que la preuve que les auteurs de ce brevet n'étaient pas les personnes prétendues être à bord du MH370. Il y avait des homonymes qui pouvaient en effet laisser croire que c'était les personnes qui étaient à bord de cet avion. Mais à un détail près, non seulement la nationalité de ces personnes à bord du MH370 ne correspond pas à la nationalité des personnes du brevet en question, et en plus, lorsqu'un brevet est créé par des employés d'une société, les titulaires ne sont pas les inventeurs, mais la société en question. Donc en fait, Freescale était déjà propriétaire de cette technologie et donc de ce brevet, même si les inventeurs étaient dans sa propre société. Le soi-disant brevet est évoqué par ces milieux complotistes comme étant une technologie permettant de rendre furtif un avion, et que c'est ce qui aurait permis, je cite certains, de rendre le Boeing 777 de la Malaysian Airlines invisible au radar et de disparaître. Sans devoir faire un cours sur la furtivité, que j'ai déjà fait dans une vidéo sur le MH370 sur ma chaîne, on ne rend pas un avion invisible avec un simple dispositif électronique. Je vous renvoie vers cette vidéo que j'ai déjà publiée il y a plusieurs années. Mais surtout, le brevet Freescale ne concernait absolument pas une technologie de ce genre, mais en réalité un processus de fabrication des puces électroniques que vous avez ici, qui a été publié quelques jours après la disparition du MH370. Hasard, hein, mais rien à voir. Le but était de récupérer des parties non utilisées lors du processus de fabrication des puces électroniques, afin de réduire les déchets et améliorer le rendement de la technique de production. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée des processeurs, des puces électroniques, vous avez toujours une partie sur les bords qui n'est pas utilisée et que l'on ne peut pas justement récupérer. Et bien ce processus de ce brevet permettait justement d'en utiliser davantage et donc d'améliorer le rendement. Rien à voir avec une technologie militaire. Quand on le constate par rapport aux autres théories, les dérives sont nombreuses et brouillent la vision du public. C'est pourquoi il est important de faire savoir ce que des personnes comme Patrick Blayley ont pu découvrir en faisant un travail d'enquête sérieux. On va parler brièvement maintenant du chargement de Panasonic, histoire d'aller un peu plus dans le détail. On a aussi un lot de résistance pour cette société électronique Kamaya. Un fret Panasonic qui était composé de 3000 condensateurs destinés au secteur automobile chinois, dont on retrouve les spécifications dans le manifeste, et ainsi on peut déterminer de quel modèle il s'agit, pour retrouver tout ça. Et vous avez peut-être remarqué que la destination de ce chargement était exactement la même société que pour Freescale, à savoir Continental Automotive à Changchun. Bref, si on prend de manière globale le fret, il se compose des éléments que l'on a sur ce tableau-là. On en a détaillé quelques-uns. Vous pouvez jeter un œil et faire un arrêt sur écran sur l'image et vous pouvez avoir un petit peu tout ça. Quand on met tout à plat, force est de reconnaître que l'on est loin des insinuations colportées par certains journalistes. Mais les rumeurs ont la vie dure, et 10 ans après, ces rumeurs, maintes fois répétées dans les médias, ont convaincu une bonne partie du public. Alors on a beau expliquer tout ceci avec pédagogie, il est parfois très difficile de ramener certaines personnes à la raison. Ce qui est un peu le but également de cette vidéo, c'est de vous donner les vrais éléments sur tout ça. Conclusion, comme on a pu le voir, le fret fait l'objet de nombreuses spéculations. Que ça soit comme source probable d'un incendie ou d'un différend géopolitique, absolument rien ne permet de suspecter quoi que ce soit sur le fret. Si la démonstration de certains journalistes peut sembler convaincante, elle ne résiste pas à une analyse pragmatique des éléments à notre disposition. Jamais dans l'histoire d'un accident aérien, les autorités avaient mis autant d'éléments à disposition du public dans les rapports concernant le fret. C'est parce qu'elles ont été forcées de s'expliquer sur ces points que l'on a tous ces éléments justement. Quand on compare les éléments dévoilés par les autorités en conférence de presse avec les différents rapports, eh bien il n'y a pas de divergence ou d'incohérence. Pourtant,
certains continuent à y voir des incohérences dans les déclarations officielles sur ce point. Or, ça n'est pas du tout ce que j'ai pu observer, et je peux vous assurer qu'à la différence de certains journalistes, j'ai épluché tous les rapports. Le fret n'est donc pas un élément important, ou on va dire contributif, dans cette affaire. D'autres éléments, déjà abordés dans les épisodes précédents, sont bien plus consistants, comme on le verra dans le prochain et dernier épisode, où l'on mettra tout à plat sur nos découvertes pour essayer d'en tirer une piste qui a pu se produire à bord du MH370. Et vous verrez que là, on est beaucoup moins dans le spéculatif, on est beaucoup plus dans le concret.